Bien, je vous propose de commencer. Merci d'avoir bravé la froidure pour assister à ce cours. Je vous avais dit, je m'en étais excusé auprès de vous. Je ne sais pas si ça suffit pour être pardonné. Néanmoins, j'ai quelques difficultés à boucler le programme un petit peu trop ambitieux que je m'étais mis sur le dos, si je puis dire, quand j'ai composé le programme l'année dernière. Et donc j'ai eu un petit peu de difficulté sur la fin à pouvoir couvrir tous les domaines, surtout parce que les domaines initiaux étaient relativement riches et finalement j'ai eu du mal à les cloisonner en cours. Il a fallu déborder un petit peu. Donc ce que je vous avais proposé depuis quasiment le début de ces sessions cette année, c'était d'envisager pour le dernier cours en réalité de vous parler de vaccins, dans la mesure où on a passé quand même 5 cours à vous démontrer dans tous les sens possibles comment les micro-organismes pouvaient tromper le système immunitaire. Je pense qu'il fallait essayer de terminer quand même sur une note relativement optimiste en montrant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, comment nous pouvons tromper les microbes. Néanmoins, vous avez été exposé aux 2 thématiques qui avaient été prévues, puisque vous avez eu le séminaire de parasitologie de Robert Ménard la semaine dernière, et vous aurez aujourd'hui le séminaire par le docteur Hilde Reus sur Helicobacter pylori, qui sera centré en particulier sur les mécanismes d'oncogénèse par ce micro-organisme. Donc vous aurez quand même une introduction sur tout ce qui concerne cette interface finalement entre microbes et cancer, que je reprendrai en détail l'année prochaine, puisque je vous ai déjà dit que le thème des leçons l'année prochaine sera sur finalement l'inégalité devant les maladies infectieuses, et effectivement pourquoi certaines personnes font un cancer en cours d'une infection chronique et d'autres non. Ça fait partie de ces domaines qui sont en cours d'exploration. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de vaccins, qui est un de mes domaines d'activité dans notre unité à l'Institut Pasteur, pour essayer finalement de faire un exercice qui est sans doute un petit peu complexe, et je vous demande de m'y aider. Ce serait presque plus une réflexion commune sur... Finalement, on a tendance à prendre les choses un peu pour argent comptant et pas nécessairement à regarder en arrière et surtout à regarder vers l'avenir. Où en est-on de la vaccination ? Finalement, qu'est-ce que nous prépare l'avenir par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'à présent ? Et ce que j'essaierai de faire, c'est finalement de mettre la vaccination un peu dans le contexte général de l'évolution de la médecine. En particulier, le fait, comme vous le savez fort bien, on en a déjà parlé, la médecine a une tendance très nette à entre guillemets, se personnaliser, c'est-à-dire qu'on a une approche de plus en plus précise des thérapeutiques dépendant du terrain, des individus. Et la question, c'est finalement, est-ce que cette tendance à la personnalisation, à l'individualisation, à la prise en compte des caractéristiques des individus va avoir un impact sur la façon dont on va concevoir les vaccins et dont on va finalement mettre en place, élaborer les stratégies vaccinales. Alors, je dis ça en introduction parce qu'en fait, si on regarde un tout petit peu en arrière, on s'aperçoit que le paradigme de vaccination du XXe siècle, du siècle qui vient de s'écouler, ça a été vraiment un paradigme qu'on pourrait appeler de vaccination de masse. C'est-à-dire qu'on a administré de façon universelle le même groupe de vaccins, vous le connaissez, le groupe de base, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, et puis le ROR, et puis autour de ça quelques autres, mais finalement un groupe de vaccins central, le même, à l'ensemble de la population, sous réserve bien sûr de l'absence de contre-indication, et puis sur la base d'un certain nombre de postulats qu'on prend tous finalement pour argent comptant, et après tout, peut-être c'est à bon escient. La première, c'est que chaque individu vacciné réagit immunologiquement de manière identique en développant un type d'anticorps ou une réponse cellulaire, si on veut voir les choses de façon un petit peu plus élaborée, identique, et ne présente finalement que des effets secondaires minimaux. Le deuxième postulat, c'est que finalement chaque individu, sur quelques points de la planète, est exposé à un niveau similaire de risque par rapport à l'agent infectieux contre lequel il est vacciné. Donc, finalement, le titre de vaccin qui va être utilisé, le nombre de doses qui vont être administrées, à quelques variations près, est en gros le même. Donc, c'est ce paradigme, finalement, de vaccination de masse qui a été le modèle qui s'est décanté, finalement, au cours du XXe siècle et qui sous-tend ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination,
que la plupart des nations, sauf exceptions qui sont généralement liées à des problèmes, bien entendu, de financement, ont adopté. Et bon, on peut considérer que ce paradigme du XXe siècle a été un succès, puisque, en particulier dans les régions industrialisées, qui ont pu très tôt, il y a plusieurs générations, mettre en place cette vaccination de masse, on a vu disparaître très très rapidement un certain nombre de maladies qui étaient des drames humains en XIXe siècle en particulier, comme la diphtérie par exemple, et on pourra éventuellement en redire un mot. Donc, je pense que tous les épidémiologistes, tous les spécialistes de santé publique, les économistes de la santé s'accordent à dire que la vaccination a été probablement un des succès les plus notables en santé publique au cours du XXe siècle. Elle s'est inscrite, bien entendu, dans un courant général, l'hygiène, l'apparition des antibiotiques et un certain nombre d'autres approches. Mais néanmoins, on sent bien quel a été l'impact réel au milieu de tout ça de la vaccination sur sinon l'éradication, en tout cas l'élimination, on y reviendra, d'un certain nombre de maladies ou le potentiel qu'elles offrent d'éliminer un certain nombre de maladies. Et puis, quand on y réfléchit, en fait, le problème est bien sûr un problème de santé, c'est-à-dire d'essayer de procurer le maximum de bien-être aux individus, mais c'est aussi un problème, et on le voit de plus en plus, je dirais malheureusement, un problème de rationalité financière, puisqu'en termes d'intervention de santé publique, le vaccin rentre bien entendu dans le contexte de ce qu'on appelle la prophylaxie, et vous savez fort bien que la prophylaxie est quelque chose qui coûte bien moins cher que la thérapeutique ou la prise en charge de la maladie une fois déclarée. Et le vaccin, dans ce cadre-là, est certainement une des interventions de santé publique où le rapport investissement sur effet est le plus intéressant. Alors on voit néanmoins que malgré tout ce contexte que j'ai essayé de définir, l'hygiène et bien entendu l'utilisation des vaccins, la mortalité infantile a considérablement diminué, puisqu'elle est passée de 1960 à 2000 de 18 millions à 6 millions de décès par an, c'est-à-dire qu'en fait on a diminué de 2/3 la mortalité infantile. C'est formidable. Il faut bien entendu faire mieux, mais on voit aussi des marqueurs qui sont tout à fait désagréables et auxquels il faut faire face, à savoir que dans cette période de diminution spectaculaire, l'Afrique subsaharienne a vu sa mortalité infantile augmenter. Alors bien entendu, la population de l'Afrique a augmenté, mais ce n'est pas une excuse. Et finalement, le nombre d'enfants, on est là en valeur absolue, qui décèdent chaque année de maladies infectieuses en Afrique subsaharienne est de double en fait de ce qu'il était en 1960. Donc les marqueurs vont dans le bon sens, mais certains marqueurs, et intuitivement vous le représentez facilement, vont tout à fait dans le mauvais sens. Alors donc on est sur un concept global dans le XXe siècle de vaccination de masse, et de vaccination de masse dans un aspect parfois presque obsessionnel pour arriver, et je vous expliquerai pourquoi, à une couverture vaccinale maximale. Et les deux photos du dessus représentent ces activités qu'on essaye de mettre sous forme un petit peu ludique pour attirer un maximum d'individus, en particulier que les familles viennent faire vacciner leurs enfants. C'est ce qu'on appelle les journées de vaccination ou les journées d'immunisation, qui sont en fait des entreprises de rattrapage du taux de couverture des vaccins de manière à capturer un maximum de succès dans le domaine. Donc on est vraiment, là encore, et probablement pour longtemps, dans un concept de vaccination de masse qui, pour l'instant, est le seul à avoir fait la preuve de sa capacité d'éliminer ou d'éradiquer. Alors, puisqu'on va parler d'élimination ou d'éradication, à un moment ou à un autre, je définis tout de suite les termes. L'élimination d'une maladie infectieuse, en particulier par une activité vaccinale, c'est véritablement de diminuer ou de faire disparaître, puisqu'on parle d'élimination, la maladie, donc les personnes qui présentent les symptômes et qui sont malades. L'éradication, c'est quelque chose de plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on élimine le microbe, on élimine l'agent pathogène. Et donc on est là, vous le voyez, dans une situation qui n'est pas tout à fait la même. On peut généralement, avec un taux de couverture tout à fait raisonnable, éliminer une maladie infectieuse. Pour l'éradiquer, il faut non seulement, bien entendu, couvrir une large partie de la population, mais il faut un certain nombre d'autres paramètres. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de réservoirs non humains
à ce micro-organisme pathogène, sinon il faudrait aussi couvrir, vacciner l'ensemble de la population animale, par exemple. Il faut que la maladie donne généralement des symptômes cliniques relativement visibles et reconnaissables, de manière à pouvoir suivre éventuellement le succès de l'opération. Et clairement, 1978 a été un peu le point d'orgue, a été une date importante dans toute cette aventure de la vaccinologie du XXe siècle, puisque c'est la date à laquelle l'OMS a pu déclarer que la variole avait été éradiquée. C'est-à-dire que non seulement pendant plusieurs années, aucun cas de variole clinique n'avait été rapporté, mais en plus le virus avait disparu en fait, de la population. Et comme il n'y a pas véritablement d'équivalent du virus de la vaccine dans la population animale, à part ce qu'on appelle le monkeypox, qui peut donner éventuellement des formes relativement proches de la variole, mais pas la variole telle qu'elle était connue, on considère donc que cette maladie a été éradiquée au sens strict du terme. Alors, vous voyez bien la difficulté que ça peut poser pour d'autres pathologies, par exemple pour la poliomyélite, où le virus circule considérablement dans l'environnement, pour la rougeole et autres, on en redira un mot. Alors, ce paradigme de vaccination de masse, qui a été encore une fois le modèle et qui a eu, bien entendu, un impact énorme, encore une fois, en santé publique, il a bien entendu des exigences. Si on rentre dans ce paradigme, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut obtenir une couverture exhaustive de la population qui va non seulement finalement réduire le nombre de cas, mais induire aussi ce qu'on peut appeler une immunité de groupe, c'est-à-dire une réduction. En règle générale, le mécanisme, c'est le fait que non seulement le vaccin protège contre la maladie, mais il diminue aussi le portage. Tous ne le font pas, mais certains le font. Et cette diminution du portage va bien entendu diminuer considérablement le risque de transmission. Et donc on va avoir finalement à l'arrivée, par la vaccination, même si elle n'est pas parfaite en termes de couverture, un effet beaucoup plus important que celui qu'on escomptait uniquement à l'échelon individuel, dans la mesure où on bloque la circulation du micro-organisme. Alors, tout ça peut être obtenu à certains prix. Et il faut avouer honnêtement qu'on a tendance peut-être à minimiser un petit peu le poids de certains effets secondaires. On a tendance à effectivement avoir des attitudes qui peuvent éventuellement, par les temps qui courent, choquer un certain nombre d'individus. Cette notion de vaccination de masse où tout le monde finalement est traité de la même façon peut devenir parfois un petit peu bizarre à envisager. Néanmoins, malheureusement, pour l'instant, c'est la façon dont les choses se font et doivent probablement se faire. Alors, je vous ai mis ici une équation qu'on avait discuté d'ailleurs avec Antoine Flao l'année dernière, quand on avait parlé d'émergence infectieuse, c'est la notion de taux de couverture vaccinale, juste pour vous matérialiser un tout petit peu les choses. Alors les équations, ça vaut ce que ça vaut, il y a toujours des exceptions aux règles. Néanmoins, on considère généralement que pour avoir une élimination d'une maladie infectieuse, je ne parle pas d'éradication, parce que je vous ai donné les points qu'il fallait avoir de façon supplémentaire, il faut avoir un taux de couverture vaccinale qui est de l'ordre de 1 moins 1 sur R0. Je ne vous ai pas fait une équation complexe quand même. R0, c'est quoi? R0, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction d'une maladie infectieuse. C'est-à-dire qu'un individu est infecté, va disséminer l'agent infectieux qu'il porte au moment en particulier, bien entendu, où il est contagieux, par exemple personne qui a la grippe, qui va éternuer, tousser, cracher et finalement contaminer son environnement. Donc le R0, c'est le nombre de personnes qu'un individu infecté, ce qu'on appelle un individu index, va contaminer et va amener à développer la maladie. Alors, vous en déduisez là quelque chose de très rapidement. C'est-à-dire si le taux de reproduction est très élevé ou élevé, il va falloir avoir un taux de couverture, bien entendu, maximum. Et je vous ai mis par exemple la rougeole ici. Le taux de reproduction de la rougeole, c'est 20. C'est-à-dire qu'un gosse infecté qui a la rougeole va transmettre le virus de la rougeole et donner la rougeole en fait à 20 de ses petits coreligionnaires dans la crèche ou dans l'école où il travaille, où il est hébergé.
Donc vous voyez un petit peu l'obligation, on se retrouve avec un taux de couverture de 95% si on veut pouvoir finalement avoir et maintenir cette situation d'élimination de la maladie. Alors le taux de reproduction, il est moins élevé. Paradoxalement, la grippe, le taux de reproduction de la grippe est de 2. Donc on peut considérer que le vaccin antigrippal, en termes de taux de couverture, peut sans doute accepter une couverture un petit peu inférieure à celle du vaccin rougeole, mais néanmoins, ça vous donne déjà quelques éléments de réflexion. Tout ça, ça veut dire néanmoins qu'avec des finalement stratégies et délibérées de vaccination de la population pédiatrique, on peut éliminer la rougeole et un certain nombre de pays envisagent même, sous les auspices de l'OMS, de l'éradiquer. Ce n'est pas simple, mais ça peut se faire, encore une fois, avec cette exigence d'un taux de couverture vaccinale très très importante. Des pays le font, des pays ont réussi, en tout cas, l'élimination. Je dirais que la France, dans les dernières années, est sans doute l'exemple des mauvais élèves de la classe. Vous savez qu'on vit depuis 2008 environ sous un régime de réapparition de la rougeole en France. Alors ça, ce sont les chiffres. Vous voyez, 2008, pas grand-chose. 2009, on commence à voir une augmentation. 2010, on voit environ sur l'ensemble de l'année environ 2000 cas. Et inutile de commenter la situation de 2011. On en est ici à environ, tout cumulé, une dizaine de milliers de cas de rougeole en France en 2011. C'est, pour ma part, inacceptable. On voit probablement des disparités selon les régions. On voit surtout quelque chose qui est d'ailleurs assez caractéristique de la situation qu'on observe dans certains pays en voie de développement. C'est une dispersion finalement de l'incidence, c'est-à-dire que la maladie se développe aussi, au lieu d'être de façon prioritaire chez les tout-petits, chez des individus plus âgés, des enfants, voire des adolescents. Donc on est dans une situation de dispersion qui est un petit peu inquiétante. Et si vous voyez les chiffres, 2011, donc plus de 10 000 cas, 15 000, des complications neurologiques, c'est-à-dire des encéphalites. Alors, les encéphalites de la rougeole ne sont pas nécessairement des encéphalites mortelles, mais je dirais presque que c'est pire, car ce sont des encéphalites qui donnent lieu à des dégâts cérébraux majeurs et à des retards mentaux chroniques. L'encéphalopathie subaiguë sclérosante est finalement une des angoisses au cours de la rougeole ou au décours de la rougeole, et des pneumonies graves. Vous voyez les chiffres qui augmentent progressivement, y compris des décès. On a chaque année maintenant, enfin on a eu l'année dernière, 6 enfants qui sont morts en France de rougeole. Je ne sais pas si vous trouvez ça acceptable. Moi, je trouve que c'est parfaitement scandaleux. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? C'est probablement... il y a des essais de modélisation à l'heure actuelle. Il y a probablement une insuffisance, bien entendu, de la couverture vaccinale, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un chercheur hollandais qui s'appelle Jacob Wallinga qui a publié très récemment un vrai travail extrêmement soigneux d'analyse et de modélisation, effectivement, de ces résurgences de maladies infectieuses, en particulier virales, dans les populations vaccinées. Il semble en fait qu'on soit dans ces situations dans une espèce d'équilibre très très instable, où on a deux éléments, deux paramètres qui vont jouer dans la réapparition, dans la résurgence. D'un côté, il y a bien entendu l'insuffisance de couverture vaccinale, mais qui n'est pas nécessairement dramatiquement insuffisante. En France, on est à l'heure actuelle aux alentours de 80-85% de taux de vaccination. Ce n'est pas assez, bien entendu, mais on ne peut pas dire non plus qu'on a baissé les bras. À côté de ça, il y a un phénomène de poche de populations non vaccinées qui vont se retrouver véritablement porteuses et disséminatrices du virus. Et dans ces populations, on retrouve bien sûr des drames de la société, et c'est peut-être cette résurgence de la rougeole, entre autres, un marqueur des problèmes sociétaux actuels. C'est-à-dire qu'on trouve des familles à la dérive qui ne vaccinent pas leurs enfants, on trouve des familles émigrées qui sont dans des situations de méconnaissance finalement et de sortie ou de non-entrée en fait dans le système de santé.
On se trouve aussi avec quelques groupes qui, pour des raisons religieuses ou philosophiques, refusent la vaccination de leurs enfants. Bon, cette dernière partie ne poserait pas trop de problèmes en temps normal. Je pense véritablement que cette résurgence est largement un marqueur d'un certain laxisme dans la vaccination, et on se demande si ces vaccinations ne devraient pas finalement, ça peut faire partie des choses, devenir obligatoires. La vaccination par l'Aurore ne l'est pas. Elle est conseillée, et puis bien entendu des problèmes sociétaux pour lesquels vous et moi, pour l'instant, ne pouvons pas faire grand-chose. Donc on est vraiment dans une situation quand même tout à fait inquiétante, parce qu'on ne sait pas très bien ce que va nous dire 2012, même si très rapidement maintenant on essaye de rattraper la situation. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement cette notion de vaccination de masse, encore une fois, je ne vois pas très bien à l'heure actuelle l'alternative, elle reste fragile, et l'insuffisance de sa mise en place va donner lieu à des résurgences. Je vous en ai parlé pour la rougeole, qui est vraiment un problème d'actualité. Mais ce n'est pas nouveau. Bon, on dit souvent, enfin on entend dire par des personnes qui critiquent l'approche vaccinale que les vaccins n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, qu'en réalité on bénéficie de plusieurs générations d'amélioration de l'hygiène, de prise en compte des éléments pathogènes dans l'environnement, d'amélioration de l'alimentation et ainsi de suite. En réalité, les choses sont malheureusement beaucoup plus simples, et on paye très très vite l'addition si on arrête la vaccination. Il y a deux exemples très clairs. Peut-être le plus clair, c'est celui de la vaccination contre la coqueluche à la fin des années 60 au Royaume-Uni. Le vaccin contre la coqueluche de l'époque était un vaccin tué. C'est-à-dire on prenait tout le microbe, on l'inactivait et on l'injectait. Et c'est vrai que ce type d'approche donne lieu à des vaccins qui parfois posent des problèmes de tolérance, et que ces vaccins prêtent le flanc finalement à la critique. Donc il y a eu vers la fin des années 60 en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, une vraie campagne, d'ailleurs efficace, bien menée contre le vaccin contre la coqueluche au nom de la mauvaise tolérance de ce vaccin qui était en fait largement amplifié, mais néanmoins il faut aussi je dirais balayer devant sa porte et voir où peuvent être les causes des problèmes dans ces cas-là. Et ce qu'on a vu apparaître dès le déclin, finalement, vous voyez l'efficacité de cette campagne contre la vaccination contre la coqueluche, le taux de couverture a diminué très rapidement, mais ce qu'on a vu aussi très rapidement apparaître, c'est une reprise de la maladie. Parce que ces micro-organismes sont dans l'environnement, et très rapidement, par ces personnes qui sont éventuellement porteuses, vont se donner lieu de nouveau à des cas, à des infections. Et on voit en France aussi, en Europe, on est dans une situation pour la coqueluche qui reste aussi relativement instable. On voit apparaître de plus en plus de cas de coqueluche dans des environnements exposés, par exemple chez des jeunes médecins, chez des jeunes infirmières dans les hôpitaux, parce que finalement la couverture vaccinale est bonne dans la période où on administre les vaccins tôt chez l'enfant, mais qu'il n'y a pas ensuite de rattrapage, de rappel dans les périodes d'adolescence en particulier, qui fait qu'on crée là aussi, comme pour la rougeole, probablement une situation d'instabilité et des conditions de résurgence. Un autre exemple, c'est la sortie finalement des pays du bloc soviétique après la chute du mur de Berlin. Et bon, on peut penser ce qu'on veut du modèle soviétique. De toute façon, maintenant, il n'y a plus grand-chose à en penser, vu que les années sont passées. Mais il y avait sûrement quelque chose qui marchait bien dans ces régimes, c'était la vaccination. C'est-à-dire que le contrôle par l'État extrêmement strict et rigoureux, et puis une vraie philosophie de prévention de masse, de prévention globale, avait assuré vraiment que finalement les pays qui appartenaient au bloc soviétique avaient une couverture vaccinale de bonne qualité. Et on a vu très rapidement, dans les quelques années qui ont suivi la chute du mur, réapparaître la diphtérie dans un certain nombre des anciennes, dans les anciens pays, en Arménie, en Estonie, en Lituanie, en Ouzbékistan, avec des taux d'incidence relativement élevés et des décès, une mortalité. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la diphtérie telle qu'on la connaissait
en particulier dans le courant du XIXe siècle. Donc, encore une fois, dès qu'on finalement diminue la couverture vaccinale, quelles que soient les raisons, vous voyez là une raison qui est plus un problème de tolérance de vaccin, là une raison qui est plus géopolitique, on en paye le prix avec une reprise immédiate des maladies censées être couvertes par la vaccination. Alors, cette vaccination de masse et ses succès ont reposé sur quoi en fait? Elles ont reposé sur ce qu'on pourrait appeler des vaccins, largement des vaccins dits de première génération, c'est-à-dire finalement des vaccins relativement simples dans leur conception, pas si simples quand on réfléchit un petit peu à l'histoire de la médecine, maintenant ça nous paraît des évidences, mais pour des pionniers comme Jenner ou comme Pasteur, ça a été l'objet d'une réflexion et d'une véritable approche scientifique, comme vous le savez. Alors, le concept finalement générien ou pasteurien de cette vaccination de première génération, il a finalement reposé sur un concept d'isolement du micro-organisme, d'atténuation ou d'inactivation et d'administration sous des formes variables. Alors, ça a été soit des micro-organismes tués, si on prend les agents infectieux, on les inactive par la chaleur ou chimiquement. C'est le cas par exemple du vaccin polio inactivé, le vaccin de type Salk, c'est le cas du vaccin contre la grippe qui est refait chaque année, c'est le cas du vaccin contre la rage, c'est le cas de vaccins comme choléra ou la coqueluche, ou en tout cas les anciennes variantes du vaccin anti-coqueluche. Et puis ça peut être aussi des micro-organismes atténués, vivants atténués, ça c'est véritablement le concept pur pasteurien, c'est-à-dire on prend ce virus de la rage, on le met dans des situations physiquement agressives, il va progressivement, par passage successif, perdre sa virulence et on va l'utiliser comme un agent qui va stimuler les réponses immunitaires sans pour autant causer les symptômes de la maladie. Alors il y a bien entendu des exemples, la polio, Sabine, le rotavirus, on en redira un mot, certaines variantes du vaccin antigrippal, en particulier un vaccin par administration par voie nasale qui est disponible maintenant. Bien sûr, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole et le BCG qui, comme vous le savez, dans notre pays n'est plus une vaccination obligatoire. Mais voilà, en gros, finalement, l'arsenal sur lequel a largement reposé l'éradication des maladies infectieuses par cette vaccination de masse, avec un certain nombre d'additions, qui sont d'ailleurs, j'ai appelé ça seconde génération, j'ai mis des guillemets parce que certains d'entre eux, comme les toxoïdes diphtériques et tétaniques, sont arrivés très très tôt dans l'aventure. En fait, la découverte de Ramon finalement de la génération d'anatoxines, c'est-à-dire de connaître l'élément, le facteur de virulence majeur d'un micro-organisme, par exemple la toxine diphtérique, pour la diphtérie ou la toxine tétanique pour le tétanos, la purification de cette toxine, son altération par des mécanismes essentiellement biochimiques et finalement sa perte de virulence et tout en maintenant ce pouvoir d'immunogénicité et de protection a permis très très tôt, dès les années 30, de finalement générer un vaccin qui est presque le vaccin parfait, dans la mesure où vous savez comme moi que le vaccin contre la diphtérie, le vaccin contre le tétanos sont des vaccins extrêmement bien tolérés et des vaccins qui assurent une protection totale contre la survenue de la maladie. Donc ça a été une combinaison de ces vaccins finalement de première génération et de vaccins de seconde génération dont certains sont arrivés finalement très très tôt dans ce schéma. Et puis on a vu progressivement aussi apparaître ces dernières années des approches plus basées, disons, sur les progrès de la biologie moléculaire et de la connaissance plus détaillée des agents infectieux, en particulier le vaccin contre l'hépatite B, qui est un vaccin recombinant, le vaccin contre la coqueluche, c'est-à-dire les nouvelles générations de vaccins contre la coqueluche sont essentiellement basés sur des antigènes dominants, par exemple FHA, qui est l'adésine qui va permettre à l'agent de la coqueluche Bordetella pertussis d'adhérer au système de l'appareil respiratoire, et la toxine pertussis, qui est la toxine majeure de ce micro-organisme. Donc ces nouveaux vaccins, finalement,
élimine en particulier les risques de mauvaise tolérance, parce que le vaccin précédent, j'ai déjà beaucoup parlé d'endotoxine dans ces cours, contenait par exemple de l'endotoxine, où la toxine pertussis était pas ou insuffisamment atténuée. Donc tout ça est derrière nous, et les nouvelles versions sont bien entendu beaucoup mieux tolérées et ont sans doute gardé en grande partie leur immunogénicité protectrice. Et puis je vais revenir sur deux nouvelles approches qui sont finalement de deuxième génération, mais l'une a vraiment pris sa place maintenant dans le bloc des stratégies de protection, qui sont ce qu'on appelle les virus-like particles, et en prenant l'exemple de protection contre les virus HPV, et les vaccins polyosidiques conjugués, c'est-à-dire des vaccins qui portent sur des micro-organismes, sur des bactéries qui sont encapsulées, comme Neisseria meningitidis, le micro-organisme de la méningite, Streptococcus pneumoniae, j'en reparlerai, et Haemophilus influenzae. L'idée, c'est que finalement, cette capsule polyosidique est l'élément qui est présenté par la bactérie au système immunitaire. Donc c'est sur cet élément qu'il faudrait essayer d'assurer au maximum la protection. Malheureusement, les sucres complexes sont mal reconnus par le système immunitaire, en particulier chez les jeunes enfants, chez les personnes âgées. Et comme je vais vous en reparler, le breakthrough, comme on dit, a été de coupler ces antigènes polysaccharidiques, polyosidiques, à des porteurs, à des protéines porteuses, qu'on appelle des carriers, de manière à augmenter considérablement leur immunogénicité. Alors, si on fait le bilan finalement de toute cette situation-là, on s'est retrouvé jusqu'à présent finalement avec une approche, comme je vous ai dit, pasteurienne, générienne, qui a consisté à prendre les micro-organismes, à les tuer ou à les atténuer, ou en extraire un certain nombre d'éléments qui finalement étaient reconnus comme étant essentiels à la fois dans la pathogénicité et ou bien entendu dans la qualité de la réponse immunitaire qu'ils pouvaient générer. Les tester généralement dans des modèles animaux de façon à essayer, aux phases de recherche et de développement, de s'assurer effectivement de la capacité de protection, en sachant les limitations de tout ça, car malheureusement peu d'animaux finalement reflètent la situation, et en particulier les mécanismes de protection qu'on doit obtenir chez l'homme, essentiellement parce que les micro-organismes contre lesquels on veut se protéger sont des micro-organismes qui sont vraiment spécifiques de l'espèce humaine en règle générale. Et puis, ayant finalement passé toutes ces étapes, ayant validé l'immunogénicité, on passe au stade de développement du vaccin par des essais de phase 1 pour la tolérance, de phase 2 pour l'immunogénicité, et de phase 3, ce qu'on appelle des efficacy trials, pour essayer de véritablement mettre en place les éléments de la preuve du concept de la protection. Donc on a vraiment été dans cette démarche qui est une démarche finalement longue, qui a pris finalement pour un certain nombre de ces micro-organismes pas mal d'années, et qui, on reviendra un petit peu là-dessus, sans doute un de ces handicaps. Alors je voudrais revenir sur les vaccins polyosidiques, j'en ai déjà dit un mot, parce que ça a été vraiment une petite révolution dans notre domaine, dans la mesure où, comme vous le savez, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas de vaccin contre des infections qui étaient vraiment dramatiques chez l'enfant, qui sont la méningite à méningocoque, les infections, ce qu'on appelle les infections invasives à pneumocoque, c'est-à-dire les infections qui donnent lieu éventuellement à partir d'une infection ORL, en particulier d'une otite, à une dissémination du micro-organisme dans la circulation, et éventuellement à une méningite, pneumonie aussi dans le cas du pneumocoque, et puis l'infection à Haemophilus influenzae du type B, qui là aussi donnait lieu soit à ce qu'on appelait des laryngites striduleuses, c'est-à-dire une inflammation aiguë avec une destruction du larynx, en tout cas inflammatoire, et finalement une mort éventuelle par asphyxie des enfants, et puis surtout la septicémie et la méningite. Et on était là en présence d'une population de bactéries, un certain nombre d'espèces bactériennes qui avaient en commun d'avoir des capsules
polyosidiques, même si ces capsules sont différentes et qu'on ne peut pas imaginer d'avoir une protection croisée entre ces différents micro-organismes. Il faut, pour chacun d'entre eux, avoir un vaccin dédié. Alors, il y avait déjà eu depuis les années 40-50 des tentatives d'immunisation, en particulier contre le pneumocoque, parce que la capsule, j'en ai déjà parlé à l'occasion de mes leçons antérieures, a été un des éléments, je dirais, moteurs dans la compréhension de la génétique et de la pathogénicité des bactéries. Contre la fièvre typhoïde aussi, puisque le bacille typhique a une capsule qu'on appelle l'antigène VI. Mais toutes ces tentatives s'étaient soldées finalement par des vaccins pas complètement satisfaisants, car leur immunogénicité n'était pas très bonne. Ils avaient été surtout testés, par exemple, le vaccin antigène VI de la typhoïde avait été testé essentiellement chez des populations en Afrique du Sud et au Népal qui étaient probablement déjà immunisées par les infections naturelles. Et donc le vaccin polyosidique venait essentiellement en rappel sur des terrains déjà primés par une infection initiale. Donc ces vaccins n'étaient pas très satisfaisants et surtout ne protègent pas l'enfant. Donc vraiment l'idée géniale, et j'ai eu, je dirais, la chance et l'honneur de connaître très tôt John Robbins et sa collaboratrice Rachel Smerson au NIH aux États-Unis, ça a été vraiment de mettre en place ce concept de vaccin conjugué, c'est-à-dire de dire finalement ces polyosides ne stimulent pas une réponse immunitaire suffisante, en particulier chez l'enfant, car ils sont incapables de stimuler une réponse de type T, CD4, vous savez, c'est des lymphocytes auxiliaires qui sont capables à la fois de stimuler la défense cellulaire, mais aussi de stimuler la réponse humorale, la fonction des lymphocytes B, et de les amener à produire efficacement des anticorps. Et l'idée là était effectivement de trouver une solution. Et la solution a été trouvée en conjuguant ces polyosides à des protéines porteuses qui, elles, apportaient justement cette capacité de stimulation de la réponse T, permettant de donner lieu à des vaccins qui maintenant induisent effectivement des taux très élevés d'anticorps IgG, contre le polysaccharide capsulaire, contre le polyoside capsulaire, et qui sont parfaitement protecteurs. Alors, simplement, pour vous montrer quelque chose que je vous ai déjà mentionné, ça c'est une bactérie. Ça peut être ici un gram négatif, un Escherichia coli encapsulé ou une Klebsiella pneumoniae. Et vous voyez la taille du matériel capsulaire qui peut entourer ces micro-organismes, qui est à la fois une protection phénoménale pour le microbe, en particulier contre la phagocytose par les polynucléaires neutrophiles, essentiellement, mais qui devient effectivement un outil formidable de vaccinologie, dans la mesure où, à condition effectivement de le conjuguer avec un carrière protéique, va donner lieu à la production d'anticorps qui vont venir se fixer sur la capsule et agir à la fois en tant qu'anticorps bactéricides par fixation du complément, mais surtout vont permettre ce qu'on appelle l'opsonophagocytose. Vous savez qu'il y a un récepteur sur les polynucléaires neutrophiles au fragment FC des immunoglobulines, et du coup ces bactéries qui glissaient à la surface des cellules phagocytaires grâce à leur capsule vont devenir finalement susceptibles à cette phagocytose et vont se faire capturer. Et donc on a vu très rapidement apparaître, et ça c'était vraiment la grande contribution de John Robbins. Je me rappelle quand je suis arrivé en postdoc aux États-Unis en 1979, les premiers dîners chez mon patron de l'époque, John Robbins, était présent. Et il nous parlait déjà, il essayait déjà de nous convaincre de la validité de son concept, alors que, bon, c'était pas, comme toutes les nouvelles approches, c'était pas nécessairement quelque chose qui enthousiasmait les foules, surtout qu'il y avait la perception d'une espèce de complexité dans la nécessité de purifier de cette capsule, de la coupler, j'en disais en couplant, tu vas altérer les propriétés antigéniques et tout ça. Bon, bref, ça a marché. Le premier vaccin a été le vaccin Haemophilus influenzae B, et on arrive à éliminer l'infection à Haemophilus influenzae B maintenant de la population pédiatrique dans tous les pays qui ont mis en place cette vaccination. Même chose pour Neisseria meningitidis, en particulier le sérotype C, et même chose, bien entendu, pour Streptococcus pneumoniae, avec un certain nombre de points sur lesquels je vais revenir. Alors, ces vaccins, initialement, on se disait, bon, finalement, c'est des IgG, ça va circuler,
ça va assurer le traitement au sens véritable du terme de ces micro-organismes par les cellules phagocytaires en induisant la capacité de pseudo-phagocytose. Et quand le Royaume-Uni a été vraiment touché dans les années 80-90 par une vraie épidémie assez dramatique de méningite à méningocoque du sérotype C, qui est là aussi, comme je vous l'ai dit, un sérotype défini par un polyoside capsulaire. Et donc la disponibilité et l'expérience qui commençait à être acquise avec le vaccin anti-hémophilus, ça fait penser qu'on pouvait là aussi contrôler, en tout cas, un sérotype dominant au sein d'une population de Neisseria meningitidis et contrôler bien entendu la méningite, en particulier chez les adolescents, puisque c'était surtout eux qui étaient touchés par la pathologie. Alors les modélisateurs ont commencé à rentrer en action, puisque c'est une science qui s'est commencée à se développer il y a maintenant pas mal d'années, et avait prédit 2 scénarios à la suite d'une vaccination de masse contre Neisseria meningitidis de groupe C, encore une fois, le vaccin polyosidique conjugué. Il y avait un scénario qui était plutôt un scénario pessimiste, que vous voyez ici, c'est-à-dire on arrive essentiellement à contrôler la maladie, mais il restera sans doute, compte tenu de la nature du vaccin, une groupe qui échappera et qui sera finalement développera la maladie. Et puis il y avait un scénario optimiste qui consistait à dire finalement sur une courbe qui est essentiellement exponentielle, on arrivera à une élimination dans les années maintenant, là vous voyez 2011-2012. En réalité, du moment où la vaccination a été mise en place, on a vu très rapidement le taux d'incidence de l'infection diminuer et s'arrêter au bout de 4 ou 5 ans en contredisant finalement même les prévisions les plus optimistes. Et ça, cette petite zone ici, elle est passionnante parce qu'elle montre qu'en réalité, non seulement ce vaccin, encore une fois, agit à l'échelle individuelle, c'est-à-dire protège les individus qui l'ont reçu, mais qu'elle aussi agit à l'échelle collective, c'est-à-dire qu'en réalité, les IgG qui sont circulantes dans le sérum, probablement, et tout ça est l'objet de recherche à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours très clair, arrivent à diffuser au niveau des surfaces muqueuses et vont finalement contrôler le portage, diminuer le portage et donc, comme je vous le disais au début, diminuer la circulation du micro-organisme. Donc on accumule à la fois la protection individuelle et un phénomène de protection collective qui était un peu, encore une fois, inattendu. Cet effet de groupe, on le considérait plus, par exemple, le vaccin polio vivant, parce que c'est facile d'imaginer qu'on va donner du vaccin polio vivant à un enfant, et puis qu'il va le disséminer éventuellement aux alentours, en particulier à des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ça, intuitivement, c'était plutôt facile à concevoir. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est inerte et qui néanmoins qui ne va pas être transmis d'un individu à l'autre et qui néanmoins a cette capacité de prévention collective. Donc ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Alors il y a un deuxième élément, ça rentre un tout petit peu dans ce qu'on redira éventuellement ultérieurement sur le cancer. Comme vous le savez, environ, on dit 16, 18, 20% des cancers sont d'origine infectieuse. Et vous avez là, en fait, un peu la répartition, avec des cancers qui sont éventuellement d'origine bactérienne, comme, et Hilde vous en parlera, les infections chroniques à Helicobacter pylori, un certain nombre éventuellement de complications, enfin c'est plus des problèmes d'inflammation chronique éventuellement liés à des parasites, et puis surtout le rôle bien entendu très important de tous ces virus qu'on appelle éventuellement virus oncogènes. On en a déjà parlé plusieurs fois, ces virus qui transforment les cellules, qui les amènent sur une situation cancéreuse, comme EBV, comme les rétrovirus type HTLV, le HHV8, je vous ai parlé du virus de sarcome de Kaposi, l'hépatite C, qui a un rôle plus d'oncogénèse hépatique du fait de la mise en place d'une inflammation chronique, l'hépatite B étant plutôt directement un virus oncogène, et puis bien entendu les virus HPV qui sont, comme vous le savez, responsables de dysplasie du col utérin chez la jeune femme et à terme de la survenue de cancer du col. Donc on est dans une situation en matière de cancer où, disons, 20%,
peut-être un petit peu moins des cancers, pourraient être finalement prévenus par la mise en place d'une procédure de vaccination de masse. Alors on pourrait éventuellement en discuter, c'est peut-être pas si simple que ça. Il y a toujours ce risque qui est brandi du fait que la vaccination devienne une espèce de fausse sécurité et qu'elle se fasse au détriment finalement de la surveillance, par exemple gynécologique systématique chez la femme. Je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes en France qu'on accepte le concept que la santé publique n'est pas quelque chose de figé et d'univoque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, il y a très peu d'exemples, où l'on puisse éradiquer totalement une maladie, en particulier un cancer, sans une approche globale, c'est-à-dire une approche qui conjugue à la fois le suivi médical, la détection précoce, éventuellement la vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, une politique de santé publique doit associer tous les outils disponibles et pas simplement compter sur un seul pour résoudre tous les problèmes. Et c'est ça qui, généralement, est relativement mal compris parce qu'on essaye tout de suite de peser une des approches éventuellement contre les autres. Alors, HPV est intéressant parce que ça fait partie un peu de ces vaccins de seconde génération dont je vous ai parlé. Le vaccin a une capside très, très, très bien caractérisée avec des protéines L1 et L2 qui forment ces exons que vous voyez ici. Donc ces protéines sont très immunogènes. Et donc l'idée de départ, bien entendu, c'était d'utiliser ces protéines de manière à en faire finalement un vaccin. Alors il y a eu plusieurs tentatives initiales d'exprimer ces protéines dans des bactéries comme Escherichia coli, mais la protéine était finalement altérées soit au moment de leur production, parce que chez les bactéries, finalement, elles ont tendance à s'agréger, à ne pas se replier correctement, et puis elles vont se trouver piégées dans l'espace périplasmique des bactéries. Donc toutes ces tentatives avaient un peu désespéré les gens, jusqu'à ce qu'on vienne à l'idée finalement de les produire et qu'elles s'organisent d'elles-mêmes, en particulier en culture cellulaire. Et lorsque ces protéines sont produites isolément, dans un système d'expression cellulaire, en fait, elles se réorganisent quasiment naturellement comme ce pour quoi elles ont été programmées, c'est-à-dire de faire une capside. Seulement, cette capside, c'est un pseudovirus. En fait, il n'y a pas d'acide nucléique, il n'y a que la protéine qui vient finalement s'organiser et présenter des antigènes, des épitopes conformationnels, comme on les appelle, qui vont pouvoir assurer la production, en particulier d'anticorps protecteurs. Donc ça a été véritablement une deuxième nouveauté à côté des vaccins polyosidiques conjugués, qui a marqué quand même ces 10 dernières années dans la possibilité maintenant d'élargir finalement le champ grâce à des approches de deuxième génération reposant de plus en plus sur la biochimie, sur la biologie moléculaire, de faire de nouveaux vaccins. Alors, si on regarde un petit peu en arrière finalement depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement par exemple au domaine des antibiotiques, qui est malheureusement un petit peu à l'heure actuelle au point mort, on est dans une situation en matière de vaccins où beaucoup de nouveaux vaccins et de vaccins très importants. Je vous ai parlé du vaccin contre Haemophilus influenzae B, du vaccin acellulaire contre la coqueluche, du conjugué méningo-C. On va reparler des problèmes, des conjugués pneumocoques, et ainsi de suite. Chaque année, quasiment, depuis 20 ans, sort un vaccin nouveau, relativement original en termes soit du micro-organisme qui est traité, soit éventuellement en termes de la nature et du concept de ce vaccin. Donc c'est une science, la vaccinologie, qui est en train véritablement de devenir une science complexe, parce qu'elle est multidisciplinaire, avec la nécessité d'approches médicales, d'approches de santé publique, et puis la nécessité d'approches très fondamentales en génétique moléculaire, en biochimie. On va avoir de plus en plus d'introduction de la synthèse chimique dans la génération des antigènes vaccinaux, dans la mesure où il faut que de plus en plus on se rapproche de la qualité finalement d'un produit, d'un médicament. Donc, on a, grâce à ces approches, finalement, quasiment éliminé par la vaccination dans les pays industrialisés la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio. Vous imaginez, enfin peut-être certains d'entre vous se souviennent, où on leur a raconté ce que pouvait être la poliomyélite, en particulier dans ces
grandes épidémies qui ont frappé les pays occidentaux à la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 50. Les poumons d'acier, tout ça, c'était des maux qui faisaient partie de la vie quotidienne et qui, heureusement, ont été éliminés, je dirais presque du vocabulaire par la disponibilité du vaccin contre la polio. Et puis, bien entendu, ce que j'appelais le point d'orgue tout à l'heure, l'éradication, alors là, stricto sensu de la variole. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, et encore une fois, dans ce contexte dont je vous ai parlé de vaccination de masse, très rapidement, les choses peuvent se modifier. Je vous parlais du problème de circulation et de présence de micro-organismes. C'est-à-dire, à l'exception, encore une fois, de la variole, les micro-organismes qui causent des maladies infectieuses soumises à vaccination continuent généralement à circuler dans la population. On a parlé de la coqueluche, on a parlé de la rougeole, et réapparaissent finalement très rapidement et de façon presque, je dirais, impitoyable. Il y a encore beaucoup de maladies, malheureusement, qui ne bénéficient pas d'un vaccin efficace, surtout dans les régions déshéritées, on en reparlera, le sida, le paludisme. La tuberculose, alors on peut discuter bien entendu la tuberculose, le BCG. Il est clair que le BCG a participé considérablement au contrôle de la tuberculose dans nos régions, en particulier à la disparition des formes graves de la tuberculose, comme la méningite tuberculeuse, les formes osseuses de la tuberculose, mais est moins efficace, en tout cas irrégulièrement efficace pour ce qui concerne la prévention de l'infection pulmonaire, et en particulier assez peu efficace dans les pays en voie de développement. Et il y a des travaux fondamentaux à l'heure actuelle qui se développent pour essayer de comprendre pourquoi les populations, en particulier les enfants dans les pays en voie de développement, sont moins sensibles et répondent moins bien à la vaccination par le BCG que dans les pays du Nord. Donc il y a encore des inégalités, et on y reviendra l'année prochaine, qui sont à prendre en considération. Et puis il y a des maladies qui apparaissent, vous en avez entendu parler, le sida, on en reparle à chaque fois, le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine, tout ça, ce sont des objets de réflexion, voire de nécessité urgente de mise en place de vaccination au cas où ces nouvelles infections émergentes se dirigent vers une dynamique non seulement d'épidémie, mais de pandémie. Alors, j'ai essayé quand même d'illustrer ce qui était, ou ce qui avait été, et ce qui est toujours d'ailleurs finalement la conséquence de cette vaccination de masse des populations en matière de contrôle des maladies infectieuses principales, enfin de celles qui ont été ciblées, avec bien entendu les insuffisances liées au fait que malheureusement les vaccins ne sont pas disponibles contre un certain nombre d'agents infectieux. Ce que je voudrais peu comme ça avec vous prendre en considération, c'est au fond, est-ce que ce paradigme de vaccination de masse, il a ses défauts, et quels sont ces défauts, et comment pourrait-on éventuellement les prendre en charge de manière à améliorer encore les choses, car c'est nécessaire. Alors le premier peut-être réalité qui n'est pas prise en considération et que je mentionnais dans ma première diapositive, c'est le fait qu'il y a une réalité individuelle à prendre en considération. C'est qu'il y a une grande variété dans le risque individuel devant un agent infectieux, une grande variété dans, disons, la qualité et l'intensité de la réponse immunitaire que vont développer les individus en présence d'un vaccin ou d'un antigène vaccinal. Et puis une grande variété finalement dans le risque individuel de réaction secondaire à un vaccin, même si dans l'ensemble, les vaccins qui sont sur le marché sont bien tolérés. On voit bien que certains effets secondaires, par exemple ce qu'on appelle la rougeolette des enfants vaccinés par le ROR, est de moins en moins bien acceptée par les mamans. Et voilà, donc il faut aussi prendre ces éléments-là en considération. Donc il y a une réalité individuelle, il y a une réalité sociétale que tout le monde connaît, qui s'exprime d'ailleurs parfois de façon assez bruyante et violente sur le web, et qui est que finalement la société évolue dans sa composition et présente un paysage de protection vaccinale, et je vous en reparlerai à la fin, qui a tendance, au-delà de cette notion de vaccination de masse, à se fragmenter, avec la reconnaissance finalement de l'existence au sein de la population générale de sous-populations qui vont éventuellement nécessiter une approche vaccinale un petit peu spécifique ou un petit peu différente. C'est le cas par exemple des nouveau-nés,
C'est le cas des femmes enceintes, ou en tout cas des femmes en âge de procréer, parce que la vaccination de la femme enceinte, c'est un problème rude en termes de sécurité et de décision éventuellement par les agences de validation. Il y a bien entendu le nombre croissant d'individus soumis à des thérapeutiques immunosuppressives pour des cancers, pour des maladies inflammatoires et autres pathologies que vous connaissez sans doute. Et puis il y a bien entendu ce monde émergent, si je puis dire, du troisième voire du quatrième âge. On en a quelques représentants ici, et on est en train de devenir, je pense, un vrai problème pour la vaccinologie. Alors, je vous en dirai un mot parce que je pense que c'est important. C'est peut-être disons, une des populations les plus visibles en matière de ce que j'appelais des sous-groupes, qui va sans doute nécessiter d'une manière ou d'une autre une adaptation des procédures vaccinales. Et puis il y a une réalité microbiologique qui est le fait que cette approche de masse qui finalement s'oppose comme ça brusquement à un monde microbien dont j'ai essayé de vous illustrer au fil des mois la complexité et cette capacité de s'adapter, éventuellement de se modifier, la possibilité finalement d'échec de vaccins par l'apparition de micro-organismes qui vont résister à cette protection vaccinale. Et je vais vous en dire un mot parce que c'est la notion de sérotype, et c'est vraiment la notion d'une anticipation nécessaire sur la survenue éventuellement de ces problèmes. Puis vous savez bien entendu, et on en a parlé, que tout ce domaine des vaccins en termes de politique de santé est un domaine qui, malgré ces rapports intéressants que j'ai mentionnés entre l'investissement et les résultats, peut être quelque chose de cher, ou rester quelque chose de cher, en particulier pour des pays dont le revenu est faible. Sachez que la mise en place, par exemple, d'une politique vaccinale contre simplement Haemophilus influenzae B pour un pays comme le Niger ou comme le Burkina Faso peut représenter 1,5-2% du budget de l'État. Donc on réfléchit deux fois avant de faire des choix, et le vaccin n'est pas nécessairement dans ces conditions-là la priorité. Donc il y a un vrai problème finalement de la pauvreté qui d'ailleurs impacte aussi nos régions maintenant dans la vision qu'on peut avoir des vaccins, et finalement dans un des risques. Alors c'est peut-être pas un risque, peut-être il faut être pragmatique et se dire que ça ne durera qu'un temps, c'est qu'on soit amené à concevoir des vaccins moins chers pour les régions, pour être sûr que les régions en voie de développement en particulier puissent immuniser leur population, et des vaccins malheureusement plus chers pour les pays qui ont les moyens de se les payer. Tout ça est bien entendu reste un petit peu théorique dans la mesure où il y a des efforts de plus en plus importants pour faire ce qu'on appelle du pricing, c'est-à-dire baisser les prix suffisamment pour que tout le monde puisse bénéficier de vaccins de même nature. Mais on peut se poser de façon très pragmatique ce genre de questions. Je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Peut-être vaut-il mieux un vaccin qui ne marche pas parfaitement, mais qui va bloquer la circulation d'un micro-organisme et qui va diminuer, par exemple, l'incidence du paludisme de 50 ou de 60%, que de rester les bras ballants et de ne rien faire. Donc il y a des choix qui sont à méditer. Alors, je voulais prendre dans cette notion justement de modification un petit peu du paradigme, la première notion qui est la notion de réalité individuelle, qui ne remet pas en question, à mon avis, la vaccination de masse, mais qui amène à voir les choses sous un angle peut-être un tout petit peu différent et à s'adapter. On sait par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il y a maintenant des bases génétiques qui sont établies, selon lesquelles un certain nombre d'haplotypes HLA ou un certain nombre de polymorphismes dans des gènes, en particulier dans des gènes qui sont importants pour la mise en place de la réponse immunitaire. C'est tout à fait le cas, par exemple, pour le vaccin ROR, et en particulier pour la composante rougeole du vaccin ROR, vont faire que les individus qui sont porteurs de ces haplotypes ne vont pas bien répondre à ces vaccins. Vont faire un taux d'anticorps qui peut être de 50 voire 70% inférieur aux autres enfants, et la réponse cellulaire, qui est souvent un petit peu plus difficile à quantifier, va être aussi de qualité relativement inférieure. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte. Et on sait par exemple pour le vaccin ROR qu'il existe
ce qu'on appelle des SNP, c'est-à-dire des polymorphismes, des changements d'acides aminés dans un certain nombre de protéines qui vont amener à une moins bonne réponse, comme je vous l'ai écrit sur cette diapositive. Le problème, c'est que c'est un domaine extrêmement complexe. Je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver jusqu'au bout du bout de la compréhension des bases immunologiques de tout ça, mais on y reviendra rapidement. L'énorme augmentation de nos connaissances en matière de génome humain et le catalogage de plus en plus important de ces SNP, justement, il y en a maintenant probablement plusieurs millions, permettent d'envisager de faire une relation à un moment ou à un autre, ou une corrélation entre la qualité de la réponse à un vaccin et la présence ou non de ces haplotypes HLA ou de ces SNP. Donc ça, c'est la possibilité que va nous offrir la science de comprendre un petit peu mieux pourquoi certains individus répondent moins bien, voire pour certains pas du tout, comme certains individus pour le vaccin contre l'hépatite B sont des non-répondeurs au vaccin contre l'hépatite B, et un certain nombre, là, parfois de mutations ont été identifiées dans des gènes régulateurs de la réponse immunitaire qui peuvent amener à ne pas répondre. Alors, finalement, c'est presque un exercice de réflexion strictement théorique à ce stade. À partir du moment où on pourrait définir les bases génétiques de la non-réponse à un vaccin, ou éventuellement les bases génétiques de mauvaise tolérance lors de la réponse au vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va cribler l'ensemble de la population pour ces marqueurs génétiques avant de la vacciner? Alors vous imaginez bien le coût, vous imaginez bien la difficulté, le retard, puisque le concept de vaccination de masse, c'est essentiellement un concept de rapidité, d'efficacité. C'est-à-dire qu'on veut réduire au maximum le temps entre le moment où la décision de vacciner est prise et où le vaccin ou la vaccination est effectuée. Donc ça, c'est deux éléments qui sont finalement extrêmement importants. C'est que cette prise en compte de la génétique, il y a peu de chances qu'elle nous amène à une attitude de criblage des populations et d'adaptation finalement de vaccins aux gens, aux personnes qui seraient susceptibles de ne pas y répondre. Et si c'était le cas d'ailleurs, quel type de vaccin différent pourrait-on leur administrer, quel protocole et ainsi de suite. Donc c'est une situation extrêmement complexe à envisager et que personne finalement ne prend véritablement sérieusement en considération, sauf exception très, très, très particulière. Donc finalement, l'idée derrière tout ça, c'est que c'est plutôt au vaccin qu'il va falloir s'adresser et qu'il va falloir améliorer pour qu'il puisse véritablement s'adapter et répondre à toutes les nécessités, en particulier au fait que certains individus n'engagent pas une bonne réponse immunitaire lors des séances d'immunisation. Et finalement, un des avantages de cette connaissance de la génétique permet aussi, en particulier si on connaît en parallèle un certain nombre d'échecs dans des infections naturelles, de déterminer quels sont les épitopes, c'est-à-dire les séquences d'aminoacides qui sont mal reconnues par ces individus non répondeurs au vaccin, et essayer de les remplacer ou d'ajouter dans le vaccin des séquences qui vont permettre une réponse correcte. Donc on est là dans une réflexion qui va plus amener, non pas à un criblage de la population, bien entendu, mais plutôt à une amélioration du vaccin et un élargissement de sa capacité de couverture. Donc ça, c'est un premier élément qui est qu'est-ce qu'on fait de la génétique humaine, de la susceptibilité à de la qualité de la réponse à ces vaccins. Puis un deuxième élément qui a trait aussi aux individus, que je vous résume très très rapidement, mais qui nous pose un gros problème, en particulier ceux qui s'intéressent au développement de vaccins pour, disons, les enfants dans les populations pédiatriques dans les pays en voie de développement, en particulier dans les infections entériques. On a sur le marché depuis maintenant quelques années, à la suite d'essais cliniques qui ont été couronnés de succès, plusieurs vaccins contre les rotavirus, qui sont, vous savez, ces virus qui sont responsables d'une grande partie des diarrhées chez les enfants, à travers le monde d'ailleurs, pas uniquement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans nos régions. Et en particulier, un de ces vaccins, le Rotarix, c'est un virus humain atténué à la méthode Pasteur,
et qui est donné en 2 ou 3 doses par voie orale chez les enfants à partir de 6 mois, parce que partout, en fait, cette maladie est quand même une maladie du nourrisson. Et ce qui est intéressant et qui en même temps est préoccupant pour toute cette politique de vaccination qui vise finalement à essayer là aussi d'éliminer cette diarrhée à rotavirus qui cause chaque année, on pense, environ 1 million de décès chez les enfants dans les régions en voie de développement, parce qu'il y a des formes très graves. Les essais cliniques initiaux qui ont été faits de ces vaccins et maintenant, a posteriori, l'étude de la mise en place de la vaccination, puisqu'un certain nombre de pays ont mis en place systématiquement cette vaccination des nourrissons, montrent que dans nos régions, les taux de protection sont très élevés, en particulier contre les formes graves. Ils sont de l'ordre de 85 à 96%. Si vous éliminez totalement tout risque chez les enfants, bon, peut-être certains vont faire une petite diarrhée, ce n'est pas dramatique, mais les formes graves sont éliminées, en particulier parce que le rotavirus a aussi une phase virémique avec des localisations secondaires. Mais par contre, si vous regardez peu à peu les essais cliniques qui ont été initialement faits dans les pays occidentaux, au Canada, aux États-Unis, en Europe, et puis qu'on va maintenant vers le monde en développement, vers des régions beaucoup plus défavorisées, il y a une espèce de gradient d'efficacité, et on voit dans les derniers essais cliniques qui ont été publiés, ça c'est en bloc, un essai fait en Afrique du Sud et au Malawi, que le taux de protection est de l'ordre de 61%, contrairement aux chiffres que vous voyez ici dans les pays occidentaux. Et les dernières études dans des pays qui sont dans des situations vraiment relativement précaires, au Mozambique, au Zimbabwe, montrent que dans certains cas, le taux de protection est de l'ordre de 40-45%. Donc plus on va vers, disons, le sous-développement, plus on va vers une mauvaise réponse à ces vaccins. Et bon, les résultats sont symbolisés ici. Vous voyez d'ailleurs les choses. Les vaccins anti-rotavirus de première génération avaient un delta entre l'efficacité dans les pays occidentaux et l'efficacité dans les pays en voie de développement extrêmement important. Les nouvelles générations de vaccins montrent tout de même une différence atténuée, ce qui prouve bien que le progrès éventuellement peut aussi favoriser les enfants des régions qui sont véritablement les plus touchées, et en particulier chez lesquelles les formes sont les plus graves et la mortalité la plus élevée. Donc, cette diminution d'efficacité dans ces régions, elle peut être due à quoi? Elle peut être due éventuellement à un problème épidémiologique, c'est-à-dire que le vaccin tel qu'il est présent ou les vaccins tels qu'ils sont disponibles actuellement correspondent à un génotype qui est G1P, et on sait qu'il existe dans certaines régions un autre génotype contre lequel la protection par le vaccin G1P est relativement partielle. La deuxième hypothèse, qui est celle sur laquelle on travaille de plus en plus, y compris dans mon laboratoire, c'est d'essayer et c'est un vrai problème pour ce qui concerne la vaccination par voie orale, et donc cette vaccination qui essaye de stimuler l'immunité mucosale, qui est logique au fond, si on considère qu'il faut essayer de protéger dans les maladies entériques, là où se développe l'infection, c'est-à-dire au niveau du tube digestif. Donc le schéma classique, c'est de se dire le mieux c'est de donner par voie orale et on va protéger. Or, il s'avère de plus en plus que les enfants dans ces régions sont exposés à un environnement à la fois infectieux, entérique permanent, c'est-à-dire qu'ils font des infections intestinales, des diarrhées très très régulièrement, parfois 3, 4 ou 5 fois par an. On considère que certains enfants dans certains pays d'Afrique subsaharienne, passent 15% de leur enfance à être diarrhéique. Donc vous imaginez ce que ça représente, y compris, même s'il ne s'agit pas d'agents pathogènes, de flore agressive. On a souvent parlé de pathobionte, de flore de contamination d'origine fécale, qui vont être plus agressifs pour le tube digestif, en particulier dans la portion initiale, dans le duodénojejunum. Et on voit de plus en plus se développer, avec d'ailleurs des conséquences qui ne sont pas uniquement sur la prise vaccinale orale, mais aussi sur le développement saturopondéral, sur le développement psychomoteur, parce que ça a eu un impact sur la nutrition. On reconnaît de plus en plus ce qu'on appelle cette entéropathie environnementale pédiatrique,
qu'on appelait avant la sprue tropicale, qui en réalité est une maladie qui est très très prévalente chez les très jeunes enfants. Ça commence très tôt après la naissance, du fait de cette énorme exposition au milieu extérieur, et qui va donner lieu à une atrophie intestinale, à une augmentation globale de l'immunité innée au niveau de ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire toute cette zone sous l'épithélium, et qui va donc entraîner une espèce de situation un peu réfractaire à l'administration de ces vaccins oraux, qui va certainement jouer des mauvais tours et expliquer en partie cette mauvaise, ou plus mauvaise en tout cas, protection qui est observée dans ces régions par rapport, bien entendu, aux régions occidentales. Donc, il y a, encore une fois, c'est pour vous introduire cette notion de variabilité individuelle qu'il faut prendre en considération. Et encore une fois, ça va être extrêmement difficile de traiter ces enfants de façon préemptive avant de leur donner un vaccin, parce que plus on va pouvoir faire vite et efficacement, mieux ça vaudra. Donc là aussi, ça pose un vrai problème d'adaptation du vaccin lui-même. Et de modalités de vaccination. Est-ce que la voie orale est la meilleure dans ces circonstances? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux la voie parentérale? Mais la voie parentérale a du mal à aller stimuler une immunité muqueuse. Donc on est dans un dilemme là, qui n'est pas toujours facile à résoudre et les bonnes idées sont les bienvenues. J'en dirai un mot rapidement. Alors il y a des réalités sociétales. Les réalités sociétales, j'en ai pris un exemple, c'est le vieillissement de la population. Ça, c'est finalement la courbe d'espérance de vie des pays occidentaux, en particulier depuis le XVIIIe siècle, et l'anticipation sur les années 2050. On sait qu'en 2050, plus de 25% de la population européenne aura plus de 65 ans, ce qui va véritablement représenter un problème vaccinologique majeur, car on sait qu'avec le vieillissement, notre système immunitaire, il vieillit avec nous. Les signaux de stimulation, par exemple d'induction des lymphocytes T auxiliaires, diminuent. Le nombre de cellules T naïves, du fait de l'involution du thymus, qui sont disponibles pour reconnaître de nouveaux antigènes, diminue. En plus, elle est probablement largement mobilisée par ces infections virales chroniques dont on a parlé, le cytomégalovirus, le BV, l'herpès virus. Donc on est dans une vraie situation si vous voulez, de décrochage du système immunitaire qui amène par exemple à observer que la vaccination contre la grippe, dont on sait qu'elle est relativement efficace jusqu'à 65 ans, de l'ordre de 60%, peut décrocher à des chiffres inférieurs à partir de cet âge-là. Dans la mesure où, encore une fois, ce concept de vaccination globale, de vaccination de masse, il a été calé sur une réponse moyenne de la population, généralement initialement décidée sur des adultes jeunes, et que bien souvent, et c'est la même chose en thérapeutique, en pharmacologie, la nature des médicaments, les doses des médicaments sont calculées à partir de règles de 3 par rapport au poids, et quand il s'agit de l'âge, on ne sait plus très bien éventuellement où on en est. Donc il y a une vraie, là, je dirais au sens large, personnalisation envisagée, qui est la vaccination des personnes âgées, dans la mesure où on peut devenir de facto un réservoir d'agents infectieux émergents, d'autant que la population de personnes âgées est plus sensible, bien entendu, par définition aux infections, donc peut devenir réservoir d'agents infectieux résistants aux antibiotiques. Donc on est vraiment dans un concept là qu'il faut sérieusement prendre en considération. Je dis toujours en plaisantant qu'il va falloir aussi penser à retarder l'âge de la retraite du système immunitaire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas nécessairement résolu le problème. Alors il y a des façons de traiter tout ça, sans doute, mais qui paraissent encore peut-être pas suffisamment drastiques. On peut imaginer d'augmenter, et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, éventuellement d'augmenter le nombre d'injections, de ne pas oublier les rappels, d'utiliser de nouvelles voies d'immunisation, je vous en dirai un mot très très rapide, d'utiliser de nouveaux adjuvants qui vont essayer justement de prendre en compte intelligemment, et ça nécessite de l'immunologie fondamentale,
les défects qui existent dans ce système immunitaire vieillissant, évaluer aussi le rôle de ces infections virales chroniques dans la dégradation du système immunitaire et de sa capacité de reconnaissance de nouveaux antigènes. Peut-être ça va remettre sur pied la nécessité de développer activement des vaccins contre les herpès virus. Donc il y a tout un tas de choses qui sont prises en considération, mais je veux dire, il y a aussi une course contre la montre, là, et il faut véritablement avancer. Et puis une dernière réalité dans ce concept que je voulais vous mentionner, qui est la réalité microbiologique, et en particulier la problématique de la diversité sérotypique. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dans des vaccins complexes, et je vais prendre un exemple qui est le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, il y a 91 sérotypes capsulaires. C'est monstrueux. Bon, alors, par contre, si on se fixe essentiellement un objectif de vaccination de la population pédiatrique, parce que c'est là le gros réservoir et c'est là qu'est quand même la mortalité très importante, après on revient vers la population au-delà de 65 ans et le risque de mortalité en particulier lié à la pneumonie, mais disons qu'on reste calé sur les jeunes enfants, qui sont d'ailleurs souvent la source des infections dans la communautaire qui vont donner lieu aussi à des infections graves chez les personnes âgées. On est dans ce qu'on appelle des sérotypes de pneumocoque invasifs, et il y en a environ 25 qui sont caractéristiques de souches qui vont vraiment être très pathogènes. Les autres, celles qui sont dites non invasives, vont être essentiellement des souches qui colonisent, qui accidentellement de temps à autre peuvent donner des lésions. Mais globalement, ces souches invasives, c'est vraiment celles qui vont donner l'otite grave, la bactériémie, la septicémie, la pneumonie, la méningite et éventuellement tuer les nourrissons. Donc on est là dans une situation où parmi ces 91, les études épidémiologiques extrêmement soigneuses qui ont été menées par tous les centres de référence de la planète dans les années 70-80 ont permis d'aboutir au fait que le vaccin minimum indispensable serait un vaccin heptavalent qui couvrirait les sérotypes qui sont écrits ici. Alors notez en particulier le sérotype 19F. Vous le connaissez, c'est le Prevnar, c'est ce qu'on utilise pour la vaccination pédiatrique très largement à l'heure actuelle. Et puis éventuellement, si on veut être un petit peu plus ambitieux, mais là on ouvre un peu plus largement le parapluie, un vaccin à 23 valences qui couvre encore une fois plus largement. Vaccin bien sûr typique, polyosidique conjugué, avec une anatoxine diphtérique, le CRIM 197, et absorbé sur phosphate d'aluminium qui sert d'immunoadjuvant. Alors ce vaccin, il a marché, il marche parfaitement. Vous voyez ici par exemple sur une étude qui a été menée très très largement aux États-Unis, qui est une étude sur le bilan au bout de plusieurs années d'utilisation, puisque la vaccination pneumococcique antipneumococcique a été mise en place aux États-Unis en 99-2000. Vous voyez que pour les sérotypes qui sont inclus dans le vaccin heptavalent, vous avez une diminution spectaculaire et on arrive quasiment à zéro dans la population des moins de 5 ans, chez les enfants. Vous voyez que dans la population des personnes de plus de 65 ans, on a aussi une diminution tout à fait caractéristique de cet taux d'incidence d'infection. Donc un vaccin qui est parfaitement efficace contre finalement les souches qui présentent le sérotype présent dans le vaccin. Bon, l'image est un petit peu plus floue pour ce qui concerne l'ensemble des infections pneumococciques. Vous voyez que c'est très efficace aussi chez les enfants, parce que c'est finalement chez les enfants que ces souches invasives et que ces sérotypes ont été identifiés. Ça l'est un petit peu moins chez les personnes âgées, où il y a une plus grande diversité sérotypique finalement, et un certain nombre de sérotypes qui ne sont pas présents ou pas représentés dans le vaccin. Alors ça, c'est une chose qui semble maintenant valider a posteriori l'approche vaccinale, et vous voyez l'efficacité spectaculaire dans la diminution des infections. Maintenant, ce que vous voyez apparaître ici, on peut le prendre chez les enfants en vert et chez les personnes de plus de 65 ans, c'est un sérotype qui s'appelle 19A. Et je vous ai parlé des sérotypes présents dans le vaccin heptavalent, qui est celui qui est utilisé aux États-Unis.
il n'y a pas de 19A. Il y a du 19F, mais il n'y a pas de 19A. Et même s'il y a le même chiffre, ce n'est pas des sérotypes tout à fait identiques, loin de là, sur le plan immunologique. Et donc, ce qu'on voit peu à peu apparaître, c'est une situation où le vaccin a l'air de tout doucement sélectionner l'émergence d'un sérotype qui, finalement, n'avait pas été pris en considération dans ce vaccin heptavalent. Alors, ça, on peut se dire, bon, ce n'est pas tout à fait dramatique et on surveille, et effectivement, c'est ce qui est en train de se faire. L'autre approche est d'ailleurs écrite ici, c'est-à-dire que dans le vaccin, avec les 23 valences, vous avez le 19A qui est présent parce que les choses avaient déjà été anticipées. Mais lorsqu'on a démarré avec un vaccin, généralement, on continue avec le même vaccin. Ce qui est un tout petit peu plus inquiétant, mais en même temps, on s'inquiète parce que les gens font le travail et font bien leur travail, c'est que ce n'est pas uniquement un problème de sélection de sérotypes qui ne sont pas pris en compte par le vaccin, c'est le fait que le pneumocoque, Streptococcus pneumoniae, a une capacité, une plasticité génétique tellement énorme. Je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui étaient là quand j'avais fait une présentation sur le pneumocoque, je vous avais dit qu'en fait, uniquement 30 à 40% du génome était commun entre toutes les souches de pneumocoque et tout le reste variait. Et en fait, les gènes de capsule, les gènes qui codent pour la capsule peuvent être échangés très très facilement. Et il s'avère qu'en réalité, un certain nombre, et ça a été montré par des études aux États-Unis très rapidement, dès 2005, et par des études plus récentes en Italie, en particulier en Ligurie, où la couverture vaccinale contre le pneumocoque s'est établie très tôt et très efficacement, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas tellement qu'on sélectionne dans la population des pneumocoques une souche de sérotype 19A, c'est qu'en fait, on sélectionne une souche de sérotype 4 qui fait partie de la panoplie vaccinale, dans les deux d'ailleurs, mais qui, par transformation naturelle, probablement dans la gorge de certains enfants et peut-être sous la pression sélective, c'est ça qui a permis la sélection, fait émerger un sérotype 4 qui a été remplacé par le sérotype 19A. C'est-à-dire que le sérotype 4 a vu ses gènes de capsule remplacés par les gènes codant par la capsule 19A. Donc ce n'est pas juste de la sélection dans la population générale, c'est véritablement de la sélection de souches qui se sont génétiquement échangées. Et donc tout doucement, on regarde évoluer les choses et peut-être à terme ça amènera à changer la stratégie, la composition du vaccin et à l'enrichir au fur et à mesure. Alors effectivement, on peut toujours dire ces vaccins sont sujets à controverse parce qu'ils ne couvrent pas tous les sérotypes. Effectivement, ils ne couvrent pas tous les sérotypes, mais on peut aussi dire qu'à un moment ou à un autre, rien n'empêche de les modifier et d'ajouter un sérotype qui commence à émerger, en sachant que c'est un petit peu aussi une course. Donc pour l'instant, pas de problème, mais simplement pour vous montrer qu'il y a une veille nécessaire à l'émergence de sérotypes qui apparaîtraient sous pression sélective. Alors, finalement, parmi les derniers points que je voulais discuter un petit peu avec vous, c'est cette notion finalement de personnalisation, j'en ai déjà un petit peu parlé, elle est inscrite un petit peu dans les progrès de la médecine, à savoir qu'on voit de plus en plus, vous le savez, dans le cancer, la notion de médecine personnalisée s'est installée. On sait maintenant qu'il n'y a pas un cancer du côlon, mais il y a 9 cancers du côlon différents qui peuvent donner lieu, en dehors des chimiothérapies classiques, à des véritables biothérapies adaptées en fonction des marqueurs. Cancer du poumon, je pense qu'on est à plus d'une douzaine maintenant de types moléculaires différents qui vont éventuellement justifier, encore une fois, en plus des approches classiques, chirurgicales, radiothérapiques, des biothérapies un petit peu adaptées. Donc on a une espèce de courant global de la médecine vers la personnalisation. La question, c'est est-ce que la vaccinologie va échapper à ça? Alors, je pense qu'elle ne peut pas y échapper parce que, comme on dit, on n'arrête pas le progrès, mais la question est de savoir finalement comment ça va se traduire dans le monde de la vaccinologie. Encore une fois, comme je le disais, on ne va pas, comme pour une tumeur ou comme pour un individu cancéreux, aller typer l'individu et lui donner un vaccin adapté. Ça paraît totalement aberrant. Mais par contre, on va de plus en plus s'acheminer vers une notion d'amélioration des vaccins, d'adaptation des vaccins, de façon à ce qu'ils puissent être reconnus et stimuler une réponse immunitaire protectrice chez l'ensemble des individus, avec en plus, bien entendu, une tolérance maximum.
Et ça, c'est la génétique humaine, la connaissance des micro-organismes, la variabilité des micro-organismes dont on a parlé, qui va permettre de se combiner dans une espèce de ce qu'on appelle biologie systémique maintenant, pour arriver à ce qu'on pourrait considérer de plus en plus comme le vaccin zéro défaut. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est probablement, même certainement vers ça qu'on va, et je pense que c'est ça qui va véritablement caractériser ce paradigme du XXIe siècle que j'essayais de vous dessiner un petit peu. C'est cette notion de vaccin quasiment équivalent à un médicament avec une fonction finalement d'immunogénicité identique chez l'ensemble des individus et une tolérance maximum. Et ça, c'est important. Je crois, je disais tout à l'heure, sur le web, on voit, on lit des choses qui sont souvent extrêmement agressives sur le domaine du vaccin. Je pense que c'est bien entendu outrancier et de plupart du temps irréaliste et très souvent de mauvaise foi. Mais je pense qu'il faut aussi que les vaccinologues et les gens de la santé publique et les industriels balayent devant leurs portes. Je pense qu'on est rentré dans un monde où, effectivement, on ne peut plus tolérer ces choses. Alors, on en tolère d'autres. On tolère le tabac, on tolère 3000 morts d'accidents de la route, mais on ne tolère pas un accident d'un vaccin ou un accident d'un médicament, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de faute grave, effectivement, en cours de route. Donc, on est dans une situation sociétale où, malheureusement, peut-être ça ne durera pas indéfiniment, le vaccin est dans le collimateur et dans la vision. Et c'est très intéressant parce que si vous regardez le vaccin contre les rotavirus, les pays en couleur, les différences de couleur correspondent simplement au type de vaccin qui a été choisi. Les pays qui ont finalement décidé une campagne nationale de protection contre le rotavirus, vous les voyez là, le Canada, les États-Unis, l'essentiel du nord de l'Amérique du Sud, un certain nombre de pays, alors la Finlande en pointe, parce que des scientifiques et médecins finlandais ont énormément œuvré pour la mise au point et l'utilisation de ce vaccin, l'Allemagne, l'Autriche, et puis en Afrique, un patchwork un petit peu dispersé, en particulier l'Afrique du Sud dont je vous ai parlé, et l'Australie. Alors on peut se demander pourquoi effectivement un vaccin qui est aussi efficace, en particulier dans les pays industrialisés, n'est pas utilisé. Et vous voyez que la France est la tache blanche ici au milieu. Et ça, je crois que c'est considérablement lié à ce qu'on vient de dire sur la nécessité de plus en plus de tendre vers un vaccin zéro défaut, de manière à arriver à faire finalement accepter cette notion de vaccination de masse. Ce vaccin rotavirus, il a souffert de trois problèmes essentiels. Le premier, c'est que les vaccins initiaux de première génération ont eu un petit problème aux États-Unis lors des essais cliniques. C'est-à-dire que les enfants, lors de la première dose, ont fait ce qu'on appelle une invagination intestinale aiguë, mais très peu. C'était à peine au-dessus de la fréquence de survenue naturelle de l'invagination intestinale aiguë, mais suffisante pour que ce vaccin soit arrêté. J'étais à l'OMS à l'époque, on a pris les décisions, mais on a essayé aussitôt de relancer la deuxième génération de vaccins. Le problème, c'est que, quoi que vous fassiez, quelque part, c'est imprimé et l'inquiétude reste. Alors, les nouveaux vaccins, ils n'ont pas eu de chance non plus parce que on a trouvé en fait très récemment, enfin il y a 3 ans maintenant, un virus porcin dans les préparations vaccinales, à la fois des deux boîtes pharmaceutiques qui fabriquent ce vaccin. Alors ce virus, il n'a probablement absolument aucune gravité. Maintenant, les choses ont été reprises avec des sérums et des composants où le virus est absent, mais ça aussi, ça y est, c'est inscrit quelque part et ça s'est imprimé. Bon, et puis il y a éventuellement le fait qu'en France, en Europe, aux États-Unis, les enfants ne meurent pas de diarrhée. Généralement, les nourrissons sont pris en charge assez rapidement par leur pédiatre ou par l'hôpital et tout se passe bien. Et on peut se demander si ça vaut le coup de vacciner contre une maladie qui n'est pas mortelle. C'est aussi un débat de société, même si tous ceux d'entre vous qui ont des enfants jeunes ou qui ont eu des enfants jeunes savent ce que c'est que ce genre de pathologie. Donc, le Haut Conseil de la santé publique a vraiment décidé de ne pas recommander
aux nourrissons de 6 mois, qui sont ceux en fait qui ont besoin d'être vaccinés, parce que c'est là que la maladie peut être éventuellement la plus grave, de ne pas recommander la vaccination à cause de ces éléments qui sont finalement des éléments relativement ténus, mais qui vous traduisent quand même, suite en fait aux crises sanitaires qu'on a pu avoir ces dernières décades en France, l'extrême prudence qu'il y a maintenant à mettre sur le marché un nouveau vaccin. Alors on se pose moins la question effectivement dans les pays où les gosses meurent de rotavirus. On peut effectivement, à juste titre, se la poser. Et en matière de vaccinologie, déjà c'est difficile d'implémenter, comme on dit, un vaccin bien toléré et bien accepté par la population. On l'a vu pour la rougeole. Dès qu'il y a un petit peu d'ombre au tableau, on voit tout de suite se mettre en place des mesures de protection et finalement l'incitation à mieux prendre et prendre plus rapidement en compte les événements diarrhéiques, mais ne pas inciter à vacciner. Donc vous voyez que la vaccinologie, c'est en train de devenir un terrain extrêmement sensible, extrêmement complexe, où on dit souvent qu'il manque très fort dans les approches vaccinologiques une composante de sciences humaines, c'est-à-dire une composante qui permet de connaître mieux les peurs, les réactions des individus à finalement, quelque part, quelque chose qu'on leur impose, qui est ce concept de vaccination de masse. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire sur tout ça. En fait, en disant que c'est le vaccin qui doit s'adapter à la notion de diversité et avec certaines stratégies pour certaines populations. Donc finalement, ça va être quoi je ne suis pas en train de lire dans une boule de cristal, je suis juste en train de mettre ensemble quelques évidences que j'espère vous aurez pu percevoir au fur et à mesure. Le paradigme vaccinal du XXIe siècle, ça restera essentiellement un paradigme de vaccination de masse, mais avec des vaccins considérablement, on l'espère, au fur et à mesure améliorés, en particulier améliorés dans cette notion de combler les trous, c'est-à-dire de faire que des individus non répondeurs puissent répondre grâce à la convergence d'une approche de génétique ou de génomique humaine, mais aussi de meilleures connaissances des souches, des antigènes vaccinaux. Ce sera une vaccinologie qui va essayer de se débarrasser du problème de sérotypes, qui, comme vous l'avez vu, introduit une complexité et un risque de sélection de souches résistantes. Ça va être une vaccinologie qui va être reposée aussi sur une stimulation de la réponse plus intelligente avec des adjuvants mieux adaptés. Ça va être une généralisation de la synthèse, probablement des antigènes à la fois polyosidiques. On fait ça dans notre laboratoire et en collaboration avec un laboratoire de chimie à l'Institut Pasteur, mais aussi de façon à amener, encore une fois, ce que je vous disais, le produit vaccin au niveau d'un produit de type médicament. Et puis, ça va être aussi l'optimisation des voies d'administration par une meilleure connaissance de l'immunologie, en particulier de l'immunologie cutanée. Alors, on voit tout doucement les choses avancer. Par exemple, chez pneumocoque, il y a énormément de travaux qui portent sur l'identification de facteurs de surface, en particulier de pili, de fimbriers. Je n'ai pas besoin de vous reparler de ce que sont les pili et les fimbriers, qui sont conservés en termes de leur capacité de stimulation immunitaire et qui représentent en gros un seul sérotype, de façon à sortir un petit peu de cette nécessité d'immuniser contre 7, 23 sérotypes, voire plus si certains nouveaux apparaissent. L'ennui, c'est que toutes les souches de pneumocoque ne fabriquent pas ces fimbriers, donc il va falloir probablement trouver d'autres approches. Il y a des approches qui consistent, par exemple, pour les infections à Escherichia coli, à partir d'une analyse métagénomique, d'aller chercher des protéines, des antigènes qui soient communes à tout un ensemble de micro-organismes. Par exemple, les colibacilles responsables d'infections septicémiques, surtout chez les jeunes enfants, chez les nouveau-nés, dans l'idée d'une vaccination éventuellement de la maman avant la grossesse. Et des antigènes sont identifiés. La grippe, avec ses problèmes de variabilité annuelle de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, où on voit de plus en plus de travaux dans la littérature qui identifient, généralement via des anticorps monoclonaux, des motifs de ces antigènes, en particulier de l'hémagglutinine, qui sont reconnus et neutralisés à travers l'ensemble des sérotypes viraux. Donc l'idée de pouvoir, à la longue, extraire
un certain nombre d'épitopes qui permettraient de faire un vaccin anti-grippe universel, c'est-à-dire de pouvoir s'échapper de cette nécessité permanente de remettre le vaccin à jour, a fortiori si on est amené à faire face à une endémie par je sais pas, H5N1 ou H1N1 tel qu'on l'a vu dans les années précédentes. Et puis il y a aussi dans les progrès de la vaccinologie cette notion d'amélioration des voies d'administration du vaccin, et en particulier la peau, le derme, l'épiderme, qui était un peu considéré ou déconsidéré ces dernières années, sont en train de reprendre une nouvelle jeunesse, comme je l'ai mis dans le titre, dans la mesure où la peau, en particulier l'épiderme, est extrêmement riche en cellules présentatrices d'antigènes, ce qu'on appelle les cellules dendritiques, en l'occurrence ici les cellules de Langerhans. Vous voyez leur densité, et tout antigène capturé au niveau de l'épiderme est vraiment pris en compte très efficacement par ces cellules présentatrices, avec l'avantage aussi qu'on peut éventuellement même manipuler en rajoutant de la vitamine A, de l'acide rétinoïque, la réponse est reprogrammer un certain nombre des cellules localement pour aller, ce qu'on appelle homer, c'est-à-dire se localiser dans les muqueuses. C'est-à-dire qu'on peut, à terme, probablement aider à transformer un vaccin parentéral classique qui fait faire des IgG dans la circulation en un vaccin qui va aussi primer les réponses au niveau des muqueuses, à la fois intestinales et respiratoires, de manière à prendre en compte ce que je vous disais, c'est-à-dire ces problèmes de prise de vaccin sur des intestins fragiles, fragilisés par des infections récurrentes chez les enfants. Et il y a beaucoup de compagnies de biotechnologie maintenant qui développent des systèmes modernisés avec en particulier des silicones, la microfluidique, de systèmes de distribution en fait, de vaccins directement dans l'épiderme. C'est pas facile, c'est difficile chez les tout petits parce que l'épiderme des nourrissons est très, très mince. Donc il y a des problèmes techniques, mais tout ça est toute une science de la vaccinologie qui est en train de se développer, qui est le renouvellement des systèmes de delivery, comme on dit. Et puis, bien entendu, comme je disais, on n'arrête pas le progrès. Tous les nouveaux outils de ce qu'on appelle les omiques vont s'introduire sous une nouvelle science qu'on appelle maintenant la vaccinomique, qui va permettre, on l'espère, d'avoir une approche beaucoup plus globale, encore une fois, de la conception de vaccins. Là, je rentre un petit peu pas dans la science-fiction, parce que c'est déjà en route, en tout cas dans les laboratoires, sur une connaissance globale sur... On est maintenant, je veux dire, la séquence d'un génome bactérien, ça coûte 500 €, alors que ça a coûté des millions quand on a séquencé Haemophilus influenzae en 1997. Donc on est dans une situation où on peut se permettre de prendre en compte des centaines de génomes pour aller sélectionner en fait les antigènes d'intérêt, parce qu'ils sont partagés par l'ensemble des micro-organismes d'une même espèce ou d'un groupe d'espèces qui causent une maladie. On va prendre en compte aussi, comme je vous l'ai dit et redit, probablement les éléments individuels, la susceptibilité au vaccin, la qualité de la réponse immunitaire. Des progrès sont faits aussi pour la validation chez les modèles animaux, toute la technologie d'humanisation des souris, par exemple, qui va permettre, on l'espère, de pouvoir tester les vaccins candidats chez des souris qui répondent immunologiquement comme des hommes, parce qu'en fait, elles ont un système immunitaire humain. Donc il y a toute une combinaison, si vous voulez, d'approches extrêmement modernes qui sont à l'heure actuelle intégrées dans les approches vaccinales, et on peut dessiner peu à peu des couches finalement, première génération, deuxième génération, troisième, quatrième, qui est en cours de mise en place. Donc ça, c'est la technologie, c'est les approches, et puis de plus en plus, comme je vous le disais, cet aspect de fractionnement des populations qui va se faire, je dirais, de facto en fonction de situations, de sous-groupes, la grossesse, les nourrissons, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Comment va-t-on gérer la nécessité de revacciner probablement au cours de la vie, en particulier aux périodes critiques de l'adolescence qui vont éviter la reprise des infections dans cette période ou à l'âge adulte ?
Comment tout ça va s'articuler par rapport à la vaccination de masse, qui était finalement une solution relativement simple. Encore une fois, on vaccine tout le monde à la même dose, au même âge, et ainsi de suite. Et puis voilà. Là, tout doucement, les choses se compliquent. Elles se compliquent parce qu'on peut aussi restratifier les priorités, non pas par des catégories d'âge, mais par des catégories sociales ou des catégories de maladies ou des catégories de vie dans des régions d'endémie. Il y a toute la problématique énorme de la vaccination pour les pays pauvres, qui est en elle-même en train de devenir une véritable science, je dirais, contre les maladies émergentes, les infections des voyageurs, les personnes avec des infections chroniques et bien entendu le pool énorme d'individus malheureusement infectés par le VIH sur la planète, avec les complications en particulier chez les individus non traités. Alors nous, on est plutôt branchés, je dirais, vulgairement sur tout ce qui concerne vaccination et pauvreté. Et on est là dans une situation difficile, et je terminerai là-dessus, dans la mesure où, effectivement, ce sont des vaccins contre des pathogènes, en particulier les infections entériques, les infections respiratoires aiguës, qui ne sont pas toujours d'intérêt majeur pour l'industrie pharmaceutique. Donc il ne faut pas faire reposer l'ensemble de la responsabilité de la mise au point de ces vaccins uniquement sur l'industrie pharmaceutique. Il faut trouver des paradigmes, disons, alternatifs. Et se sont développés ces dernières années beaucoup c'est le cadre général, c'est ce qu'on appelle le push and pull, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre des financements de manière à faire avancer et ensuite amener un produit à un niveau suffisamment avancé pour qu'un industriel puisse le développer. Soit nos industriels, disons dans les pays industrialisés, soit les industriels des pays émergents, c'est que l'Inde, la Chine, l'Indonésie sont extrêmement actifs, certains pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, dans le développement vaccinal. Et peut-être il faut se faire l'idée d'une mise en réseau, d'un networking plus efficace et plus réactif pour pouvoir amener ces vaccins pour les pays en voie de développement à des phases d'essai et de mise en place plus rapides. Alors beaucoup de financements deviennent disponibles dans ce contexte-là. Je vous en ai fait une liste ici, vous aurez le PDF sur le site. Beaucoup de ces financements viennent de pays nord-américains. Je dirais peut-être un petit peu moins de pays européens, même si des pays comme le nôtre participent, mais ces grandes initiatives sont souvent des initiatives qui sont fondées sur des charities, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont capables de mettre d'un coup des milliards de dollars sur la table ou des millions de dollars sur un programme donné, ou le Wellcome Trust au Royaume-Uni. Donc il y a un vrai réseau qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle de différentes institutions qui se sont créées ces dernières années pour essayer d'amener le produit vaccin là où il faut absolument qu'il soit utilisé maintenant de façon très large si on veut arriver au bout de cette notion de vaccination de masse, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement, en particulier les enfants, là où ils en ont le plus besoin. Alors, est-ce que l'Europe est active dans ce domaine ? Elle l'est dans une certaine mesure et ça vient de plus en plus. Là, j'ai pris il y a 2 ans maintenant, enfin l'année dernière, la coordination d'un réseau européen qui s'appelle Stop Enterix, qui est dédié au développement de vaccins contre la dysenterie bacillaire et contre les infections à colibacilles entérotoxinogènes. Vous voyez que c'est un programme de 12 millions d'euros, ce qui est pas du tout négligeable et qui est un ordre de grandeur qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent dans les financements nationaux ou européens pour développer des vaccins contre disons les maladies infectieuses négligées, comme on les appelle maintenant. Donc voilà, je termine là-dessus. J'espère pas avoir introduit trop de complexité dans tout ça, mais je voulais vous dresser peut-être quelque part un tableau, un instantané de ce qu'est finalement cette période de transition assez passionnante entre le XXe siècle, où on ne s'est pas posé trop de questions, je dirais. On avait un certain nombre de vaccins relativement simples. Techniquement, on les a utilisés. Chez tout le monde, ça a marché, en tout cas dans nos régions. Il faut que ça marche aussi dans les pays en voie de développement, en particulier l'éradication de la polio et de la rougeole, ou en tout cas l'élimination de la polio et de la rougeole sont une priorité majeure. Et puis on est là dans une zone de transition où la science nous apporte des tas de possibilités, où elle a aussi tendance à complexifier un petit peu les choses. Et il va falloir qu'on essaye de gérer tout ça, je dirais, collectivement, parce que finalement, le vaccin, c'est
s'il y a quelque chose de collectif, c'est bien le vaccin. Et j'espère que je vous aurai amené là aujourd'hui quelques éléments de réflexion et éventuellement on en reparlera sûrement, en particulier l'année prochaine, puisque encore une fois le thème sera l'inégalité devant les maladies infectieuses. Voilà, je vous remercie, c'est mon dernier cours de l'année. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Vous avez aussi mon adresse email sur le site du collège, donc vous êtes libre de m'envoyer des questions si je peux y répondre. Ça, ce sera sur le site, bien entendu.